Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans Neutrality Studies. Je m'appelle Pascal Lotaz, je suis professeur associé à l'Université de Kyoto et avec moi aujourd'hui se trouve Pietro Chakarian. Pour la 4e ou 5e fois, un bon ami de l'émission, Pietro est maître de conférence en histoire à l'Université américaine d'Erevan, en Arménie. Pietro, bon retour parmi nous. Pascal, c'est un plaisir d'être à nouveau dans ton émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je veux dire, vous êtes très proche de l'un des centres de l'attention internationale. L'Arménie est très proche de l'Iran, et en ce moment, les États-Unis ont un deuxième groupe aéronaval qui vient d'y arriver. Nous avons eu des discussions à Genève qui ont apparemment échoué entre les Américains et les Iraniens, bien que je doive dire que, selon moi, les États-Unis ont formulé des exigences impossibles. Quelle est la situation là où vous êtes et comment percevez-vous cette crise très importante fabriquée par les États-Unis? Eh bien, beaucoup de gens ici à Erevan, en Arménie, sont en réalité assez inquiets de la situation, car encore une fois, cela a des répercussions évidentes pour le Caucase du Sud, pour l'Arménie. Un Iran déstabilisé serait une catastrophe énorme, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises dans ce podcast, pour toute la région, n'est-ce pas? Avant tout, comme nous le savons, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, mais aussi le Caucase, l'Asie centrale, et ainsi de suite. Il y a donc une réelle inquiétude dans la société. Je ne peux pas dire ce que le gouvernement en pense, mais au sein de la société arménienne, il y a une grande préoccupation concernant la situation avec l'Iran, entre l'Iran et les États-Unis. Et donc oui, c'est plutôt alarmant. Et nous parlons aujourd'hui, vendredi 20 février. Je veux dire, les frappes contre l'Iran pourraient avoir lieu dès ce soir. Beaucoup de gens disent que si les États-Unis frappent, ils le feront après la fermeture des marchés, afin de laisser une sorte de fenêtre de 2 jours pour que les choses se calment peut-être, au cas où ils prépareraient une attaque surprise, furtive, de type décapitation. Comment voyez-vous cela? À quel point pensez-vous que le risque est élevé que les États-Unis frappent réellement l'Iran maintenant? Eh bien, malheureusement, Pascal, je dois te dire que c'est très élevé. Je ne veux pas le dire. Je veux dire, c'est pas que j'en ai envie. Mais malheureusement, c'est là où nous en sommes. Nous sommes à un moment où nous pourrions entrer en guerre dès ce soir, peut-être même à l'heure des États-Unis. C'est vraiment inquiétant. Et la question c'est, où sont les freins? Où est la sortie de secours ici? Parce que, encore une fois, comme je l'ai souligné, une guerre avec l'Iran est alarmante. Les gens ici sont plutôt inquiets à ce sujet, des implications que cela pourrait avoir. Peut-être que cela déborderait même au-delà de la frontière, quelque chose comme ça. Cela pourrait mener à la fragmentation ethnique de l'Iran, à une sorte de syrianisation de l'Iran. Vous voyez. Bien que je doive dire que l'État est plutôt fort. Et je pense que, même si les États-Unis croient pouvoir, sous Trump, je veux dire, gagner cette guerre assez facilement, si c'est bien leur calcul, je ne saurais le dire. Mais je pense qu'ils se trompent, car le gouvernement iranien est assez solide et je crois qu'il sera capable de résister. Cela dit, une fois qu'on ouvre la boîte de Pandore de la guerre, les conséquences sont très imprévisibles et très préoccupantes. On parle beaucoup du fait que les Chinois et les Russes apportent désormais un soutien important à l'Iran et les soutiennent réellement. Avez-vous vu, entendu ou observé quelque chose qui vous fasse penser que cette fois ce sera différent de ce qu'on a appelé, c'était quoi déjà, la guerre de 12 jours, il y a environ 6 ou 7 mois? Je pense que cette fois, ce sera vraiment différent.
car cette crise particulière autour de l'Iran a un énorme potentiel pour se transformer en une guerre majeure, régionale, voire internationale. En fait, comme je l'ai dit, ou plutôt comme vous l'avez suggéré, il y a ces exercices impliquant les Chinois et les Russes, les manœuvres navales avec les Iraniens dans le golfe d'Oman, n'est-ce pas? Nous avons même eu l'autre jour une fermeture temporaire du détroit d'Ormuz par les gardiens de la Révolution. Donc c'est quelque chose que je pense. Et cette fois, comme vous l'avez justement noté, la Russie et la Chine ne laisseront pas l'Iran tomber. Les enjeux sont bien trop élevés pour les deux pays. Nous avons également reçu des rapports concernant des IL-76. Ce sont, pour que nos téléspectateurs comprennent, de grands avions de transport militaire qui volent de la Russie vers l'Iran. De plus, la Chine a pris de nombreuses mesures pour soutenir l'Iran en ce moment. Ainsi, la Russie et la Chine ne vont pas laisser passer cela. Ce qui est extrêmement dangereux, c'est que les États-Unis, sous Trump, continuent de se renforcer encore et encore. Et d'ailleurs, je devrais préciser que les Russes et les Chinois ne veulent pas d'une confrontation. Ils ne veulent pas voir une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Et la plupart des États du Moyen-Orient non plus. Pascal Lotaz. Certes, à l'exception d'Israël, et peut-être des Émirats arabes unis, qui sont les alliés les plus proches d'Israël dans la région. Mais personne ne veut de cette guerre. La Turquie ne veut pas de cette guerre. L'Égypte ne veut pas de cette guerre. L'Irak ne veut pas de cette guerre. L'Arabie saoudite ne veut pas de cette guerre. Le Qatar ne veut pas de cette guerre. Et pourtant, on dirait que nous continuons, tu sais, à nous rapprocher de ce moment. Je veux dire, le président Trump a indiqué que la seule chose qui pourrait l'arrêter, comme je l'ai dit, en revenant à ce qu'il avait déclaré au New York Times à l'époque, c'est sa propre morale. Donc je ne sais pas comment tout cela va se terminer, tu vois? Enfin oui, on verra bien. On verra comment les choses tourneront. Une chose dont même le New York Times parle aujourd'hui, et vous savez, le fait que le New York Times s'en empare est déjà quelque chose d'assez important. C'est comment se fait-il que cette fois, nous n'ayons même pas de prétexte? Je veux dire, pendant la guerre en Irak, nous avions le prétexte des armes de destruction massive. En Syrie, nous avions le prétexte du « sauvons les enfants du gaz ». Au Liban, en Libye, nous avions le prétexte du « sauvons les enfants du régime ». Cette fois, nous sommes complètement à court de prétexte. Je veux dire, il n'y a rien. Je pense en fait, Pascal, que la façon dont tu formules les choses est très intéressante. Parce que tu dis que nous n'avons plus de prétexte, n'est-ce pas? Donc, Trump essayait en quelque sorte d'en trouver un, peut-être sous l'influence de Netanyahou, qui le poussait à le faire. L'un des prétextes qu'ils envisageaient d'utiliser était que, eh bien, l'Iran, ce sont les missiles, n'est-ce pas? Les missiles qui ont frappé Israël pendant la guerre de 12 jours. Donc maintenant, il faut s'en débarrasser. Puis c'est devenu les manifestations, les émeutes à Téhéran, qu'il fallait, tu sais, aider à instaurer la démocratie en Iran, n'est-ce pas? Ce qui est vraiment fascinant, venant du président Trump qui disait « Vous savez, je vais être le candidat de l'Amérique d'abord. Je vais être le candidat anti-guerre. » N'est-ce pas? C'est ainsi qu'il abordait cette élection. Et pourtant, on l'a vu tweeter lui-même, qu'il allait en réalité poursuivre exactement la même politique que Joe Biden. Continuer à promouvoir ce type de politique agressive, les intérêts impériaux américains sous le couvert de la démocratie, de la liberté et des droits de l'homme, et tout cela. C'est donc bien ce que nous voyons en réalité, vers quoi il se dirige. Je veux dire, Trump est, comme je l'ai dit aux animateurs d'un autre podcast, en train de se transformer en George W. Bush. Ce que nous voyons, c'est en quelque sorte un Irak 2.0. Et j'insiste sur le 2.0 parce que l'Iran est un pays immense. Et si ce pays est déstabilisé, je veux dire, je comprends
qu'Israël pense pouvoir simplement les anéantir, en faire une autre Syrie, puis les bombarder à volonté et tout le reste. Mais les implications énormes, vraiment énormes, d'un pays de cette taille, avec plus de 90 millions d'habitants et une superficie à peu près équivalente à celle de l'Europe de l'Ouest, sont considérables. En fait, aussi, je veux dire, c'est à peu près de la même taille que la Mongolie, on pourrait dire. C'est un immense pays, un pays énorme par sa superficie, sans même parler de sa population. Et donc, déclencher une guerre ici, et il semble que s'il y a une guerre, ce ne sera pas seulement des frappes limitées, mais une véritable guerre. Cela m'inquiète vraiment, parce qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose de chirurgical, Pascal, comme entrer et éliminer la direction, ou kidnapper, je ne sais pas, l'ayatollah. Ou pardon, ils ne peuvent pas simplement éliminer le guide suprême, comme ils l'ont fait avec Maduro. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas simplement intervenir de cette manière. Ce sera bien plus compliqué, et cela nous laissera vraiment dans un scénario catastrophique. Donc oui. Et vous savez, l'Iran a été très clair. Ils ont dit que si on tirait, ce ne serait pas une guerre de 12 jours, mais quelque chose de long et d'acharné. Ils commenceraient immédiatement à tirer sur nos positions, toutes à portée de leurs missiles. Et ils commenceraient aussi à tirer sur Israël. Et cette fois, ils ne s'arrêteraient pas, car souvenez-vous, la dernière fois, ce sont les Iraniens qui avaient accepté, après 12 jours, de cesser le feu, alors qu'Israël était dans une situation vraiment critique, n'est-ce pas? Ils ont dit « Non, pas cette fois, nous irons jusqu'au bout contre vous ». La dernière fois, les Iraniens n'avaient pas attaqué les installations militaires américaines, et cette fois, ils ont déjà prévenu que si on les attaquait, ils le feraient. Ça va être une longue guerre. Laissez-moi vous dire, ces gens vont se battre. Parce que je veux dire, les Iraniens, comme je l'ai dit, entrent à la fois, comment dire, leur dévotion passionnée au chiisme, n'est-ce pas? C'est le premier point. Et le deuxième, c'est le nationalisme, le sentiment que nous sommes une grande civilisation, que nous avons été un grand empire, remontant à l'époque de Cyrus le Grand, et ainsi de suite. Ces gens se battront. Ils se battront. Et comme je l'ai dit, il y a cette idée selon laquelle on pourrait fragmenter le pays selon des lignes ethniques. Mais même beaucoup de ces groupes ethniques, comme les Azerbaïdjanais iraniens du Nord, sont très intégrés dans la société iranienne. Ils sont extraordinairement intégrés dans la société iranienne. Regardez encore le guide suprême. Et en réalité, au bout du compte, même s'il y a cet effort pour promouvoir Reza Pahlavi comme le dirigeant de l'Iran, cela ne trouve pas d'écho auprès de la majorité des Iraniens. Donc je pense que si Trump emprunte cette voie, cela ne se terminera pas bien. Mais je crois que nous pourrions, si l'Iran agit, par exemple, si les Iraniens décident de procéder à une fermeture limitée du détroit d'Ormuz, cela réduirait en fait les risques d'une guerre longue et prolongée, car l'impact économique se ferait sentir immédiatement. Et, vous savez, c'est là que je pense que nous pourrions nous diriger, franchement. Ils envoyaient d'ailleurs un avertissement l'autre jour. Les gardiens de la révolution islamique lançaient un avertissement lorsqu'ils ont procédé à la fermeture temporaire du détroit d'Ormuz. Ils montraient au monde, voilà ce que nous pouvons faire, alors ne nous provoquez pas. Oui, la seule chose que je ne comprends pas vraiment, c'est que fermer le détroit d'Ormuz reviendrait en fait à punir tout le monde pour ça. Non, c'est pourquoi je dis que ce serait une fermeture sélective. Ils ne le feraient pas contre. Eh bien, ils sont très conscients du fait qu'ils ne veulent pas, par exemple, nuire aux Chinois, parce que, encore une fois, regardez tout le soutien que la Chine a apporté à l'Iran. Ils ne vont pas faire ça. Ce sera une fermeture sélective qui touchera de manière disproportionnée l'Occident et les États-Unis en particulier, et aussi, inévitablement, Israël. Donc voilà ce que nous voyons.
c'est une option nucléaire. Ce n'est pas quelque chose qu'il voudrait faire. Il préférerait négocier. Mais encore une fois, quand on entre en négociation, on ne peut pas négocier de cette manière, où un camp exerce une pression militaire énorme sur l'autre. Cela ne fonctionnera tout simplement pas, malheureusement. Je veux dire, pour le bien des négociations, ce genre d'approche est vraiment désastreux et d'une imprudence extraordinaire. C'est aussi une demande impossible. C'était une demande impossible de dire à l'Iran qu'il devait non seulement abandonner complètement son programme nucléaire, mais aussi en gros démanteler tout son programme de missiles et, vous savez, s'assurer qu'il puisse, à tout moment, être pris pour cible par Israël ou les États-Unis sans disposer de missiles pour riposter. Je veux dire, c'est une demande impossible après avoir été attaqué, vous savez, l'été dernier et après. Non. Même en tenant compte de cela, même en tenant compte de la guerre de 12 jours, c'est une demande impossible à faire à n'importe quel pays lorsque ce que vous exigez, c'est que ses défenses soient démantelées. Donc, à ma connaissance, cela ressemble davantage à un ultimatum qu'à une position de négociation. C'est ainsi que je le vois. Je veux dire, c'est un ultimatum soutenu par la marine américaine stationnée juste en face, avec la menace explicite que si vous ne dites pas oui, alors nous frapperons. Je veux dire, cela en soi constitue déjà une violation de la Charte des Nations Unies. Absolument. Sans même parler du fait que M. Trump essaie apparemment de créer une sorte d'ONU alternative avec ce soi-disant Conseil de la paix. Il ne cesse de parler de paix, paix, paix. C'est presque comme s'il pensait que s'il continue à parler de paix, alors la paix adviendra. Mais vous savez quoi? Si vous parlez de paix et qu'ensuite vous partez en guerre, ou si vous prenez des décisions extrêmement imprudentes et provocatrices qui risquent de déclencher une guerre, même si cela peut être terriblement préjudiciable à votre propre présidence, cela n'apportera aucune paix, d'aucune sorte. Donc on entend beaucoup parler de paix, paix, paix. Mais quelle paix? Je veux dire, ce président crée les conditions de la guerre. Bien sûr qu'il l'est. Absolument, clairement il l'est. Mais ce que je me demande aussi, c'est, as-tu entendu parler de quoi que ce soit à ce sujet? Tu sais, en l'absence d'une attaque contre les États-Unis, contre le pays ou contre ses troupes. Et concernant le fait qu'il ait aussi renommé le département de la Défense en département de la guerre, et qu'il ait placé toutes ces personnes là-bas, alors que nous n'avons aucun casus belli de l'autre côté. Je veux dire, déclarer la guerre ou utiliser les pouvoirs de guerre, même selon la Constitution américaine, ce n'est pas du ressort de Trump. C'est du ressort du Congrès. C'est du ressort du Congrès. Mais je pense que, enfin, je crois que M. Massey a soulevé ce point, M. Trump devrait passer par le pouvoir législatif. Je veux dire, c'est ainsi que les choses devraient fonctionner dans une république démocratique comme les États-Unis. Cela devrait se faire selon la loi. Ce ne devrait pas être ce genre de décision unilatérale du président, comme s'il était un monarque, disant simplement « Eh bien, vous savez quoi? Je vais faire la guerre. » Mais si l'on regarde le type de déclaration qu'il fait, lorsqu'il dit « Vous savez quoi? La seule chose qui va m'arrêter, c'est ma propre morale. » Cela montre déjà qu'il se considère au-dessus des lois. C'est presque comme revenir à Louis XIV, non? Du genre, l'État c'est moi, et donc je peux faire tout ce que je veux. Et cela est incroyablement inquiétant pour, soit dit en passant, un grand nombre d'Américains, Pascal, aussi bien des démocrates que des républicains. Donc cela devient une question non partisane. Et cela sans même parler de ce qui se passe quand on regarde des endroits comme Minneapolis ou le comportement de l'ICE. Je veux dire, ce type est hors de contrôle. Il est complètement hors de contrôle. Donc Et puis ce n'est pas seulement lui d'ailleurs. Ce n'est pas seulement Trump. Ce serait trop facile de balayer ça d'un revers de main
en disant « D'accord, tout cela ne concerne que Trump ». Mais c'est aussi l'énorme pouvoir du lobby israélien. M. Netanyahou exerçant une pression immense sur Trump pour qu'il parte en guerre. Et vous savez quel sera le résultat. Je veux dire, ce n'est pas une guerre que le peuple américain veut ou dont il a besoin. C'est certainement pas une guerre que le peuple iranien veut ou dont il a besoin, ni personne dans la région. Par exemple, ici en Arménie, nous avons, c'est une belle journée aujourd'hui, un temps magnifique. Personne ici ne veut de guerre. Tout le monde veut simplement vivre en paix, et personne ne veut voir une catastrophe frapper son voisin. Les Arméniens sont voisins de l'Iran depuis des milliers d'années. Et donc, oui, je veux dire, ce n'est pas quelque chose que qui que ce soit souhaite, mais pourtant Trump pousse dans ce sens. Et comme tu le dis, faire quelque chose comme changer le nom du département de la défense en département de la guerre, ça montre bien ses intentions en ce moment. Si on changeait le nom en département de la paix, s'il en faisait le département de la paix, ce qu'il ne ferait jamais, alors on pourrait dire, d'accord, peut-être qu'il est sérieux à propos de la paix, non? Parler du Conseil de la paix, tu vois. Mais je pense qu'il est plutôt intéressé à faire des morceaux de différents pays, y compris l'Iran, ou peut-être, je ne sais pas, Cuba maintenant. Cuba, il y a un blocus horrible, comme tu le sais, Pascal. Ouais. Ce que nous voyons en ce moment, c'est sans précédent. Il y a toujours eu un embargo sur Cuba depuis des décennies, comme nous le savons, remontant à la guerre froide, à la révolution cubaine, lorsque M. Castro est arrivé au pouvoir. Mais aujourd'hui, sous Trump, ce blocus a été complètement intensifié. Il est en train de devenir un blocus de la faim. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que nous avons déjà vu ce scénario. Nous l'avons vu ici, dans le Caucase, avec l'Artsakh, lorsque l'Azerbaïdjan a sans ménagement expulsion arménienne no quoten. Ils ont imposé un blocus. Oui, bien sûr, je ne veux pas non plus minimiser le fait que M. Pachinian ait reconnu l'Artsakh comme faisant partie de l'Azerbaïdjan, contre la volonté du peuple de l'Artsakh. Mais il y a eu ce terrible blocus précédant le nettoyage ethnique. Ensuite, on regarde Gaza. On voit ce qui s'y passe. Cet étranglement total des Palestiniens, une famine complète, un génocide, ce que nous voyons là-bas. Et la stratégie actuelle avec M. Rubio et son influence au sein de l'administration Trump est en train d'être testée à Cuba. Alors que peut-on dire? Non, c'est que tout ce qui a été expérimenté à Gaza, la crainte, bien sûr, c'est que les leçons tirées de là soient appliquées à Cuba, que les mêmes méthodes soient testées à nouveau. Et il y a un autre élément que je trouve assez étrange. À Genève, tout près d'où je me trouve en ce moment, nous avons eu ce moment où les mêmes négociateurs américains, Jared Kushner et Steve Witkoff, étaient responsables de 2 négociations à enjeux élevés. L'une concernant une guerre qui durait depuis 4 ans avec les Russes, où les Américains et l'OTAN étaient en position de faiblesse, et l'autre concernant une guerre qui est probablement sur le point de commencer. On a presque l'impression d'un passage de relais d'une guerre à l'autre. Absolument. C'est à peu près là qu'on en est. Parce que la guerre en Ukraine est actuellement dans un état vraiment désastreux pour l'OTAN. Je veux dire, regardez, du côté ukrainien, il y a des désertions massives. On rapporte depuis très longtemps dans cette guerre que les recruteurs militaires enlèvent littéralement de jeunes hommes dans la rue, les jettent dans des fourgons, les battent et les envoient au front. Et maintenant, c'est pire que jamais. Et la résistance à cela ne cesse de croître. Et en fait, les Russes disaient aujourd'hui, à vrai dire, que les Ukrainiens sont en train de perdre la guerre d'usure. Et c'est bien le cas. Ils sont vraiment en train de perdre. Et pour le peuple ukrainien, comment cela peut-il paraître autrement?
Je veux dire, c'est fondamentalement une guerre menée jusqu'au dernier Ukrainien. Pascal. C'est exactement ce que des gens comme toi et moi disons depuis 4 ans. Exactement. Et malheureusement, le message n'a pas vraiment été entendu. Mais maintenant, je pense que la guerre, comme tu le dis, place clairement l'OTAN du côté des perdants. Donc oui, cela m'amène à un autre point, à savoir que la guerre avec l'Iran, qui semble cette fois imminente, ne semble pas devoir être une guerre de l'OTAN. Je veux dire, les Européens sont restés silencieux, même si j'aurais aimé qu'ils disent quelque chose comme « arrêtez ces bêtises ». Les seuls qui semblent apporter leur soutien sont les Britanniques. Bien que j'ai aussi entendu dire que Starmer n'est pas très favorable à ce que les États-Unis utilisent Diego Garcia comme base de lancement. Alors, as-tu entendu quelque chose à ce sujet? Eh bien, je veux aussi ajouter ceci. Le Royaume-Uni, désormais, grâce au dossier Epstein, traverse une grave crise politique. Je veux dire, on peut voir que le gouvernement de M. Starmer est en réelle difficulté. Le frère du roi a été arrêté. Oui, absolument. Donc, la dernière chose, la toute dernière chose dont le Royaume-Uni a besoin en ce moment, c'est cette guerre. Et pourtant, c'est bien la direction que nous prenons, non? Je veux dire, il n'y a aucune considération, non seulement pour le Royaume-Uni, mais aucune considération non plus pour les Européens. En fait, je dois dire que c'était douloureux de regarder la conférence sur la sécurité de Munich. Oui, parce que Rubio a prononcé ce discours horrible. Vraiment, vraiment terrible. Condamnant la décolonisation, appelant à une nouvelle ère de colonialisme, une nouvelle ère d'impérialisme. Et les Européens lui ont fait une ovation debout. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Et puis en plus, cela ne tient même pas compte de l'horreur de la prestation lamentable d'AOC, n'est-ce pas? C'était censé être l'alternative progressiste en Occident, et pourtant, elle ne semblait pas très éloignée de M. Trump dans une grande partie de ce qu'elle disait. Alors que dire? Espérons simplement. Oui, mais c'est vraiment un moment. Je veux dire, l'Empire américain est en train de s'effondrer d'une manière ou d'une autre. Même la façon dont cette guerre est mise en scène le montre, si on la compare à la manière dont la guerre en Irak a été préparée. Pour que tout le monde s'en souvienne, l'Irak comptait à l'époque une population de 5 ou 6 millions d'habitants. Non? Oui, ou pardon, c'est plus? Désolé. Mais c'est nettement plus petit, nettement plus petit. Absolument, nettement plus petite. Vous savez, je veux dire, je n'ai pas les chiffres de population sous les yeux, ils sont très vagues, mais nettement plus petite, oui. C'est nettement plus réduit. Et cette guerre avait été montée de toutes pièces, les armes de destruction massive et, tu sais, la coalition des volontaires. Et quand le président a voulu s'y joindre, il y a eu le renommage des Freedom Fries, non? Je veux dire oui, absolument. Tout ça est absent aujourd'hui. Je veux dire même avec... Il y avait une excellente... Je veux juste dire ceci, Pascal, si tu me permets de t'interrompre une seconde. Il y avait une excellente remarque de Trita Parsi, de l'Institut Kinsey. À l'époque de la guerre en Irak, c'était très utile d'avoir des personnes comme Chirac et Schröder qui s'opposaient à la décision de faire la guerre à l'Irak. Parce que l'idée était que, au sein de l'Alliance occidentale, il y aurait en Europe des voix qui représenteraient, tu sais, la voix de la raison, persuadant les Américains de faire marche arrière. Ils disaient, « Bon, peut-être que cette idée est un peu folle. Peut-être devriez-vous reculer et ne pas vous engager dans un changement de régime en Irak. » Mais nous n'avons plus cette voix modératrice issue de cette époque d'ailleurs, de l'époque de la guerre en Irak. Il existait déjà des notes de politique émanant de groupes de réflexion de Washington, affirmant que les Européens étaient beaucoup trop autonomes
que notre objectif devait être de subordonner l'Europe afin qu'elle ne remette pas en question nos décisions, et aussi pour qu'elle ne devienne pas une alternative, un centre de pouvoir concurrent. Il y avait cette obsession de l'idée que, à tout prix, même au détriment de la sécurité nationale américaine, il fallait préserver ce que beaucoup d'élites à Washington considéraient comme le moment unipolaire américain. Et même, comme je l'ai dit, même au détriment de la sécurité nationale américaine, ils sont prêts à aller jusque-là. Au fait, tout le monde, j'ai dû vérifier, le chiffre exact est de 25 millions. Désolé, pas 525. Mais cela reste nettement inférieur à la population de l'Iran. Nous parlons ici d'une situation complètement différente. Et Pietro, juste, as-tu entendu quelque chose venant d'Azerbaïdjan ou vu quelque chose de là-bas? Parce que l'une des choses qui m'a surpris, c'est que l'Azerbaïdjan a en fait joué un rôle assez important pendant la guerre de 12 jours. Qu'est-ce que tu observes là-bas en ce moment? Eh bien, pour compléter cela, le plus grand développement dans la région du Caucase, et c'est le sujet d'un article que j'ai récemment écrit dans le magazine The Nation, intitulé J.D. Vance, un prisonnier du Caucase, a été la récente visite du vice-président américain en Arménie et en Azerbaïdjan. Qu'y avait-il de plus intéressant à ce sujet? La première chose que l'on remarque, c'est qu'il s'agissait d'une tournée en Transcaucasie. Il est arrivé à Erevan depuis 1000 ans, après y avoir été hué pendant les Jeux olympiques d'hiver, mais il a sauté l'étape de la Géorgie. Cela montre bien que la Géorgie, eh bien, comme nous le savons, la Géorgie était autrefois la coqueluche du mouvement néoconservateur américain. Mais les Géorgiens maintenant, surtout après l'aventure désastreuse de M. Saakashvili en 2008, eh bien, tout d'un coup, la Géorgie est un peu sortie des radars. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont désormais au centre de l'attention, n'est-ce pas? Surtout quand on regarde quelque chose comme ce voyage, cette route Trump pour la paix et la prospérité internationale, qui donnerait en gros cette zone au sud de l'Arménie, dans la province de Syunik, juste à la frontière avec l'Iran. En somme, on parle de la frontière de l'Arménie avec l'Iran. Oui, cela reviendrait à confier la frontière de l'Arménie avec l'Iran à une entreprise américaine privée. Techniquement, selon les termes de ce que les États-Unis cherchent à obtenir, cela reviendrait essentiellement à créer une sorte de corridor le long de la frontière irano-arménienne. Il serait contrôlé par une entreprise privée, partiellement par les Arméniens, partiellement par les Américains, mais les Américains en détiendraient 64% des parts. Donc en gros, oui, c'est complètement insensé. Et imaginez ce que cela implique. Cela installe l'influence américaine directement à la frontière de l'Iran. Cela ouvre la porte à Israël, aux entreprises privées américaines sur place. Mais plus encore, c'est bien de cela qu'il s'agit ici. Ce projet n'a pas encore été mis en œuvre. Pour l'instant, tout cela reste au niveau de la rhétorique. Pashinyan espère pouvoir, en quelque sorte, conclure cet accord avec Vance. Vance est même allé jusqu'à soutenir la réélection de Pashinyan, car en juin, en Arménie, de grandes élections approchent. Et en réalité, la cote de popularité de Pashinyan est en chute libre. Il a des taux d'approbation très très faibles en Arménie, surtout parce qu'il s'en prend à l'Église apostolique arménienne. Madame. Donc, ce que l'on voit maintenant, c'est une situation où sa position s'affaiblit en Arménie. Il espère la renforcer. Il a probablement dit à Vance, « Écoute, j'ai un problème avec cette élection. Peux-tu me soutenir? » Mais cela s'est retourné contre lui. Comment cela s'est-il retourné contre lui? Parce que Vance s'est rendu au mémorial du génocide arménien sans la présence de Pashinyan, ce qui est sans précédent pour un dirigeant arménien absent d'une telle visite.
Mais Vance s'y est rendu, a déposé des fleurs et a visité la flamme éternelle au mémorial du génocide arménien avec son épouse. Il en a parlé sur Twitter, enfin sur X, puis a supprimé le message parce qu'il ne voulait pas contrarier la Turquie en utilisant le terme génocide. En Arménie et dans la diaspora arménienne, cela a été très mal perçu. Ainsi, même le soutien de Pachinian à Vance s'est retourné contre lui. Cela n'a pas fonctionné. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'après cela, Vance est allé en Azerbaïdjan. Et cela rejoint un peu ce dont nous parlions. Il s'y est rendu et a essentiellement signé une sorte d'accord de partenariat stratégique avec Bakou, dont l'idée était de promettre une aide militaire accrue à l'Azerbaïdjan. Il faut comprendre, Pascal Lotaz, que l'Azerbaïdjan est l'une des sociétés les plus militarisées au monde. Ah bon? Oui, un énorme renforcement militaire là-bas, contrairement d'ailleurs à l'Arménie, où Pachinian a en réalité cherché à, disons, réduire les défenses arméniennes. Il a diminué les efforts visant à renforcer la capacité de l'Arménie à se défendre en cas de guerre avec l'Azerbaïdjan. Mais inversement, malgré tout le discours sur la paix que Pachinian tient, et que l'on entend aussi de la part du président Trump, l'Azerbaïdjan renforce son armée. Et en réalité, cela amène beaucoup de gens en Arménie à se demander, eh bien vous savez, ils développent tellement leur armée. Veulent-ils l'utiliser uniquement contre l'Arménie ou ont-ils quelqu'un d'autre en tête? Et cet autre, c'est évidemment l'Iran. Il y a donc une vive inquiétude quant à la possibilité que l'Azerbaïdjan participe à une guerre contre l'Iran qui serait dirigée par les États-Unis et Israël. Le président Aliyev, dans ses déclarations aux côtés de M. Vance, a fait l'éloge des États-Unis, le pays le plus puissant du monde, la plus puissante armée du monde, ce qui en dit long sur l'endroit où se situent ses allégeances. Ce n'est pas quelqu'un qui se tourne vers l'Iran, ni vers la Russie, ni vers la Chine, ni vers les BRICS. Il voit l'avenir de l'Azerbaïdjan dans, disons-le franchement, le monde hégémonique américain en déclin. Je veux dire, il le perçoit ainsi pour une raison ou une autre. Peut-être parce qu'il est très proche des compagnies pétrolières occidentales. Peut-être parce qu'il est proche de M. Netanyahou en Israël. Il voit cela comme l'avenir de l'Azerbaïdjan. Et vous savez, de son côté, Vance faisait l'éloge d'Aliyev en disant « Écoutez, vous savez quoi? En venant ici, je me disais, le seul dirigeant au monde, à part le président Trump, qui entretient de bonnes relations à la fois avec les Turcs et les Israéliens, c'est M. Aliyev. Et peut-être que c'est à cause de la cuisine, ou parce qu'il est si charmant, ou peu importe. Puis il a fait une sorte de plaisanterie sur le fait qu'en Azerbaïdjan, l'épouse d'Aliyev est vice-présidente, ce qui est effectivement vrai, et il a ajouté « J'espère qu'Usha ne va pas avoir des idées à ce sujet ». C'est ce que disait Vance. Et ce commentaire a en fait été coupé de la conférence de presse par la télévision d'État azerbaïdjanaise, ce qui n'a fait qu'ajouter à l'absurdité de la situation. Mais l'Azerbaïdjan, vous savez, a été et est en train d'être préparé presque comme une base avancée pour une éventuelle attaque contre l'Iran. Les services de renseignement israéliens ont été très actifs en Azerbaïdjan, en particulier dans ces soi-disant villages intelligents situés dans les zones anciennement contrôlées par le Haut-Karabakh, près de la frontière iranienne. Dans ces régions, les responsables iraniens ont exprimé de vives inquiétudes concernant l'activité particulièrement intense du renseignement israélien, du Mossad, sur place. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, voyez-vous une possibilité que ce qui pourrait se dérouler dans les prochains jours ou semaines se transforme en une guerre tripartite contre l'Iran, avec une attaque simultanée des États-Unis, utilisant leur puissance navale, d'Israël avec ses missiles, et de l'Azerbaïdjan, déployant effectivement des troupes au-delà de la frontière, comme des soldats sur le terrain pour l'Azerbaïdjan?
Oui, je ne sais pas s'ils iraient jusque-là pour l'instant. Mais il y a eu des rapports selon lesquels, si Israël et les États-Unis parvenaient à transformer l'Iran en une sorte de gigantesque Syrie, alors le président Aliyev en profiterait certainement. Pour l'instant, tant que l'État iranien reste fort et capable de repousser ses attaques américaines et israéliennes, cela n'arrivera pas. D'ailleurs, quand on parle de Vance et de sa visite à Bakou, une partie de l'accord consistait à fournir une aide à la marine azerbaïdjanaise en mer Caspienne. Il pourrait donc même y avoir des attaques contre l'Iran depuis la Caspienne, depuis l'Azerbaïdjan. Donc oui. D'accord, donc nous examinons beaucoup de scénarios. Mais qu'en est-il de la réaction de l'Iran dans tout cela? Je veux dire, l'Iran se montre très ferme sur le plan de son engagement diplomatique en disant quelque chose comme « Nous avons nos lignes rouges, nous sommes prêts à discuter de la question nucléaire, mais rien au-delà de cela. » Sinon, ils sont restés plutôt calmes, à mon avis. D'accord, la coopération avec la Russie et la Chine se poursuit, et il y a des exercices navals conjoints, mais c'est à peu près tout. Ou as-tu vu venir davantage de choses? De bien? Et aussi, n'oublie pas les exercices du CGRI dans le détroit d'Ormuz, ainsi que la fermeture temporaire du détroit d'Ormuz. Ce sont des signaux assez forts. Je veux dire, fermer le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas une plaisanterie. C'est déjà en soi un signal qu'ils ne vont pas simplement rester les bras croisés et laisser faire. Tu sais, les durs, en particulier en Iran, sont ils sont vraiment prêts à toute éventualité. Ils savent, parce qu'il y a eu toute cette montée vers la guerre, qu'ils ne vont pas simplement rester là, à laisser cela se produire. Et cela sans même parler de la tentative de révolution de couleur que nous avons vue en janvier. Tout cela, ils en tiennent compte. Les Iraniens sont très prudents. Ce sont des joueurs d'échecs. Mais nous voyons aussi, surtout avec les exercices des gardiens de la Révolution et la fermeture temporaire du détroit d'Ormuz, que leur patience n'est pas infinie. Nous verrons ce qu'il en résultera. Que penses-tu que la Russie fait en ce moment? Je veux dire, c'est un développement très menaçant pour elle aussi, malgré, d'un côté, le fait d'avoir l'avantage sur l'Ukraine. Si les États-Unis se laissent distraire par l'Iran, ils pourraient être en mesure de conclure les choses encore plus rapidement. Mais en même temps, l'Iran est désormais un acteur clé. Enfin, je veux éviter le mot « allié », mais un partenaire essentiel au sein des BRICS et parmi les États de la région. Alors, selon toi, sur quoi Moscou travaille-t-elle en ce moment? Je pense que Moscou est très active dans ses efforts pour suivre avant tout ce qui se passe sur le plan diplomatique. Ainsi, aujourd'hui, même si nous pouvons être très pessimistes, et à juste titre, quant à l'état des négociations entre l'Iran et les États-Unis, M. Lavrov a eu un entretien téléphonique avec M. Araghchi, renforçant en quelque sorte leur soutien diplomatique à l'Iran. En réalité, je devrais préciser que l'appel a eu lieu à l'initiative de la partie iranienne. Mais cela montre tout de même la proximité entre les deux. Tout d'abord, au niveau des ministères des Affaires étrangères, au niveau de la diplomatie, mais aussi, comme nous le savons, ils sont très proches en matière de coopération militaro-technique. Ils ne sont pas techniquement ou formellement alliés. Je veux dire, le traité de partenariat stratégique signé il y a un an, un peu plus d'un an, n'était pas un traité explicite de défense mutuelle. Mais il comportait un volet militaro-technique important qu'on ne pouvait pas ignorer. Et ce que cela montrait aussi, comme je l'avais dit plus tôt dans ce podcast, lorsque l'accord a été signé, c'est que cet accord représentait en réalité l'aboutissement du développement des relations russo-iraniennes jusqu'à ce moment-là.
Et donc maintenant, en considérant cela comme un reflet de la relation plus large, je pense que nous pouvons également dire que les liens militaro-techniques sont assez étroits, et diplomatiquement aussi. Parce que même en remontant à décembre, le 17 décembre, il y a eu cette conférence de presse conjointe avec Araqchi et Lavrov, où ils ont essentiellement approfondi encore davantage les relations entre les ministères des Affaires étrangères. Donc, à tous les niveaux, la Russie, je suis sûr qu'elle surveille la situation. En fait, ce n'est pas seulement que j'en suis sûr, je sais qu'ils la suivent de très près. Toutes les preuves indiquent qu'ils sont constamment en contact avec les Iraniens. Cela m'indique le sérieux de cette relation. Je devrais également mentionner que j'ai vu ces images des vols d'IL-76 venant de Russie vers l'Iran, et les rapports à leur sujet montrent qu'il s'agit d'une relation extraordinairement solide. Contrairement à ce que vous pourriez lire, si vous lisez par exemple The Guardian, il pourrait dire qu'il existe de grandes divergences entre la Russie et l'Iran dans certains domaines, ou quelque chose de ce genre. En réalité, ces relations sont extrêmement étroites. Et si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe, il faut avant tout comprendre que ces liens sont très très serrés. As-tu entendu des discussions parmi tes collègues russes au sujet de l'idée que si les États-Unis étaient assez imprudents pour se lancer là-dedans, l'Iran pourrait devenir une sorte de revanche pour l'Ukraine? Tu sais, pour leur créer un bourbier dont ils ne pourraient pas se sortir, où ils seraient directement impliqués et devraient y engager une bonne partie de leur marine. Et ce serait peut-être, tu vois, l'occasion de couler quelques-unes de ces cibles faciles. Tu sais, je ne pense pas que ce soit au programme pour les Russes. Ils ne cherchent pas à entraîner les Américains dans un bourbier. Leur principal intérêt en Iran est d'assurer sa stabilité et sa sécurité, car cela contribue, en retour, à garantir la stabilité de la Russie elle-même. Et c'est, tu sais, leur sous-ventre eurasien, ces anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale et du Caucase. Il n'y a donc aucun objectif stratégique visant à attirer les Américains dans une sorte de guerre d'enlisement. Ils ne sont pas intéressés par cela. Et ils n'en auront peut-être même pas besoin, car, encore une fois, si le détroit d'Ormuz venait à être partiellement fermé, l'impact économique à lui seul pourrait suffire à clore toute la question dès le départ. Alors tu penses que ce serait assez fort? Je veux dire, l'impact sur les États-Unis serait-il suffisamment important pour vraiment se faire sentir? Je pense vraiment qu'une crise économique, enfin, cela fait des années que je le dis d'un point de vue américain, je pense que la seule chose qui pourrait ramener les États-Unis à se concentrer sur leur propre république, sur le bien-être de leurs citoyens, sur le bien-être de leur société, ce serait une sorte de choc économique, ou quelque chose de ce genre. Parce qu'il faut bien se rappeler que tant de choses dans ce complexe militaro-industriel, dans cette machine de guerre, reposent sur de l'argent emprunté. Et un événement comme celui-ci, la fermeture du détroit d'Ormuz, pourrait provoquer un énorme choc dans tout le système. Vraiment. Et cela mettrait probablement fin à la présidence de Trump. Ce serait, je pense, un coup très dur pour Trump personnellement. Oui. Je veux dire, dans n'importe quelle circonstance imaginable, on penserait que les États-Unis auraient intérêt à éviter la situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes entraînés. C'est juste que les discours venant de Washington et l'armada devant l'Iran maintenant, ils parlent un langage complètement différent. Je veux dire, c'est assez irrationnel en fait quand on y regarde de près aujourd'hui. C'est très irrationnel, Pascal. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, nous avons tellement d'intérêt à Washington, D.C. L'argent, le vrai, a la parole. Et avant tout,
il y a le lobby de la guerre. Ensuite, comme nous le savons, il y a aussi le lobby israélien et le lobby de l'énergie. Il existe de très nombreux lobbies qui cherchent à tirer profit de cette guerre. Et c'est pour cela que nous en sommes là. Tu sais, de manière réaliste, pour revenir à cette idée des pères fondateurs qui voulaient éviter la tentation d'aller à l'étranger, combattre des monstres, et ainsi de suite. En réalité, nous en sommes arrivés là, parce qu'aucun effort n'a été fait pour contenir ces lobbies à Washington, qui ont vraiment poussé les États-Unis à adopter des politiques contraires à leurs intérêts nationaux logiques. Et c'est ainsi que je le vois. Nous en sommes arrivés au point que Eisenhower avait effectivement mis en garde contre le complexe militaro-industriel, une bête extrêmement dangereuse. Et aujourd'hui, cela dépasse le simple complexe militaro-industriel. Il englobe d'autres groupes de pression, y compris le lobby pro-israélien. Et nous voyons désormais comment il accapare tout le potentiel ainsi que les répercussions économiques des États-Unis. C'est donc encore plus insensé que la guerre en Ukraine, ce dans quoi nous sommes engagés aujourd'hui. Oh oui, absolument. Je veux dire, il y a aussi un danger incroyable. Parce que qui est là? Je veux dire, on voit bien, encore une fois, quand les Russes et les Chinois sont là pour renforcer l'Iran, on parle de... Et c'est pour ça que, vous savez, on regarde l'Iran et le Golfe Persique en ce moment. C'est probablement le point de tension le plus dangereux au monde, comparable à un scénario de crise des missiles de Cuba. Parce que là, vous avez les États-Unis qui montrent leurs muscles. Vous avez aussi les Chinois et les Russes qui envoient essentiellement le message « Nous allons soutenir l'Iran ». Et ce sont les trois grandes superpuissances nucléaires de notre monde aujourd'hui, les États-Unis, la Chine et la Russie. Et donc les mettre tous au même endroit dans une situation aussi inflammable, je pense que c'est au-delà de l'imprudence. Je veux dire, Trump pousse dans ce sens. C'est ce que je dis. C'est au-delà de l'imprudence. Que se passerait-il selon vous si ce soir ou demain soir la frappe commençait, une sorte de frappe de décapitation massive, avec des missiles tirés depuis tous ces bâtiments de guerre, depuis les bases et aussi depuis Israël? Et ensuite, en représailles, si l'Iran ripostait en frappant les bases au Qatar, et ainsi de suite, et que quelques centaines de membres du personnel américain perdaient la vie. Je veux dire, est-ce que cela... Parce que la seule chose que les États-Unis ne peuvent pas et ne veulent pas supporter, c'est de payer de leur propre sang, n'est-ce pas? Est-ce que cela détruirait la présidence de Donald Trump? Ou au contraire, est-ce que tout le monde dirait « Ils nous ont attaqués après que nous les ayons attaqués, mais ils nous ont attaqués ». Quelle réaction prévoyez-vous? Je veux dire, les médias vont essayer de présenter les choses de la deuxième manière, tu vois, mais je pense que le premier scénario est plus probable. Encore une fois, si quelque chose se passe dans le détroit d'Ormuz, si les Iraniens y font quelque chose, cela pourrait envoyer un message très très fort. Cela seul pourrait suffire à détruire Trump. Donc, comme je l'ai dit, il joue avec le feu. Je ne sais pas si l'idée était de mener une guerre rapide avec l'Iran, mais d'après ce qu'il cherche à faire ici, on dirait qu'il ne vise pas seulement une guerre éclair. Et ça, je pense, va mettre fin à sa présidence. Cela va anéantir toute réputation qu'il avait. Je veux dire, il n'était déjà pas le meilleur président américain au départ, et cela détruirait complètement sa présidence. Donc, oui, surtout avec la faction pacifiste du mouvement MAGA, ceux qui ne veulent vraiment pas se lancer dans une autre guerre. Il les a complètement écartés. Je veux dire, il y a tout un courant anti-guerre dans le mouvement MAGA, et il l'a totalement ignoré. Donc il fait autre chose. On pourrait peut-être appeler ça la doctrine Donroe, ou je ne sais pas. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, et cela ne se terminera pas bien pour les États-Unis, malheureusement. Mais enfin,
D'ordinaire, j'aimerais te dire quelque chose, Pascal, par instinct, comme dire « Espérons que la raison l'emporte. Espérons que nous pourrons éviter ce scénario. » Mais j'ai du mal à voir comment on peut s'en sortir facilement. La diplomatie serait la voie la plus simple. Tu sais, il faut juste donner une chance à la paix, non? Comme dirait John Lennon, il faut juste donner une chance à la paix. Il faut simplement entamer les discussions. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment partant pour ça. Il n'est pas dans cette optique. Trump, enfin, ils essayent de faire la paix, mais les négociations ne sont pas, tu vois, fructueuses. Et puis, il y a aussi ce manque de confiance. Imagine que tu sois en Iran. Les Iraniens négocient de bonne foi, même maintenant, parce qu'ils ne veulent absolument pas de cette guerre. Mais il reste ce souvenir de la guerre de juin, celui d'avoir été trahi, d'avoir négocié, puis d'avoir été attaqué. Alors je ne sais pas comment on peut sortir de cette situation. C'est assez difficile de mon point de vue. Non, la seule façon de s'en sortir, c'est en gros de faire passer un des porte-avions, ou peu importe, à travers le détroit d'Ormuz. Dire « Regardez, c'est ouvert, on l'a gardé ouvert, on a gagné, puis partir. » Trump ferait vraiment ça, non? Je veux dire, il pourrait simplement dire qu'ils ont gagné et s'en aller, mais... Mais il continue de renforcer sa présence. Il continue de renforcer sa présence, Pascal. Il déploie tout ce matériel militaire américain dans la région, et cela me laisse penser qu'ils sont prêts à y aller, comme il le dit, armés et prêts pour la guerre. Je veux dire, j'aimerais espérer qu'il puisse y avoir un scénario, peut-être comme celui que tu as imaginé, où il s'agirait simplement d'un porte-avions traversant le détroit d'Ormuz. Et puis voilà. On appelle ça une journée et on rentre à la maison. Tu vois? Mais non, ça n'a pas l'air d'être ça. Et l'autre problème, c'est que même si cette politique visait, disons, à menacer l'Iran et à se montrer ferme envers lui, dans l'idée d'améliorer sa position de négociation, eh bien, à un certain point, si on va trop loin dans cette direction, cela conduit inévitablement sur la pente glissante de la guerre. C'est comme si on marchait en somnambule vers la guerre. Trump, en fait, il ne marche même pas en somnambule. C'est plutôt comme s'il criait en direction de la guerre. Tu vois? Enfin, oui. C'est un moment étrange, un moment vraiment, vraiment étrange, à tant de niveaux différents. Mais enfin, Pietro, merci beaucoup pour vos analyses, bien plus proches de toute la région. Y a-t-il un endroit où les gens peuvent vous retrouver, vous et vos écrits? Eh bien, tout d'abord, j'ai beaucoup écrit pour le Comité américain pour l'accord Est-Ouest, mais j'encourage vos téléspectateurs à lire mon article le plus récent dans le magazine The Nation, intitulé « J.D. Vance, un prisonnier du Caucase », n'est-ce pas? Le titre est tiré du célèbre poème d'Alexandre Pouchkine. Ils peuvent donc le consulter sur thenation.com et ils peuvent y lire ce que j'ai écrit à propos de cette poursuite de la démonstration de force dans le nord de l'Iran, n'est-ce pas? Une grande partie de notre attention s'est concentrée sur le golfe Persique, au sud. Mais dans le Caucase, c'est aussi un front très très important, comme je l'expliquais à vos téléspectateurs, à propos de l'Azerbaïdjan, de cet effort visant à créer, vous savez, ce dispositif de dissuasion dans le sud de l'Arménie, n'est-ce pas? Et c'est à peu près là où nous en sommes aujourd'hui. Mais je conseillerais vraiment à vos téléspectateurs de lire cet article. J'ai également écrit un livre sur Anastas Mikoyan, un réformateur arménien au sein du Kremlin de Khrouchtchev. C'est le fruit de 7 années de recherche approfondie dans les archives arméniennes et russes, sur les alternatives dans l'histoire soviétique, sur Mikoyan et Khrouchtchev réformant l'État soviétique, réhabilitant d'anciens prisonniers politiques de l'ère stalinienne, et ainsi de suite. Donc si cela vous intéresse, consultez aussi mon livre publié par Indiana University Press. Et Pascal, merci de m'avoir invité. Pascal, thank you for having me on. It's a pleasure as always.
C'est un plaisir comme toujours. J'aimerais simplement que ce soit dans de meilleures circonstances. J'aimerais qu'il y ait plus d'occasions de paix, une vraie paix. Pas seulement le Conseil de la paix, où vous savez, peu importe ce que Trump dit, ou Pachinian ou Aliyev, peu importe ce qu'ils disent. Une vraie paix. J'espère que nous en aurons davantage à l'avenir, plutôt qu'une paix servant, en quelque sorte, de couverture à d'autres guerres. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir invité. Ce fut un grand plaisir, un très bon moment, et oui, merci beaucoup, Pietro. Nous continuerons à suivre la région et nous vous réinviterons prochainement. Merci pour votre temps aujourd'hui. Merci, Pascal. Thank you for your time today. Thank you, Pascal.